Je passe la parole à Alexandre de Streel, qui est professeur de droit européen à l'Université de Namur, qui donne ici aussi un cours à l'UC Louvain. Il est surtout directeur du plus grand centre qui s'occupe des questions de droit et de technologie en Belgique francophone, le CRITS à Namur. Et donc, il a déjà participé à de multiples réflexions, notamment sur l'intelligence artificielle. Voilà. Quel est son point de vue sur la régulation? Et il a un point de vue aussi d'un économiste, donc peut-être que justement l'éthique pour lui, c'est peut-être pas son... Voilà. Non, ça c'est quand même dur. Hein, vous savez que le père des économistes, Adam Smith, c'était aussi un philosophe. Mais ce que je crois, en tout cas, ce qui est important, c'est que l'éthique ne soit pas un affaiblissement de l'état de droit, mais doit être son soubassement. Et j'ai parfois peur qu'on fasse de l'éthique à la place, c'est ce que tu disais, à la place du droit. Et clairement, l'effectivité d'un système d'autorégulation, lorsque on a des rapports de force qui ne sont pas équilibrés, on peut la mettre en doute. Et clairement, dans une économie numérique où il y a des effets de réseau très importants, on est à l'aune d'une nouvelle révolution industrielle, les rapports de force ne sont pas équilibrés. Donc, moi, je suis pas sceptique sur l'éthique, mais l'éthique toute seule, j'y suis très sceptique. Et donc, il faut deux choses, à mon avis. Il faut une politique industrielle, et c'est ce que vous disiez, très dynamique, parce que ce n'est pas qu'avec de l'éthique qu'on y arrivera. Donc, il faut une politique industrielle et il faut du droit. Mais il faut les deux. Hein. Et le risque, évidemment, c'est que l'Europe a plus l'habitude de faire du droit et de la régulation que de la politique industrielle. Hein. À part Airbus, finalement, on a peu de succès européen. Et donc, la communication de la Commission hier est intéressante, mais à mon avis, ne va pas assez loin dans l'aspect politique industrielle. Mais ce n'est pas l'objet ici. L'objet ici, c'est le droit. Alors, comment personnellement, je vois les choses, c'est qu'on doit... on doit avoir une approche fonctionnaliste du droit. On doit revenir à la ratio legis des règles qu'on a, car on a en fait énormément de règles. On en a parlé ce matin avec la responsabilité. La question, c'est de revoir la raison d'être de ces règles dans le monde algorithmique. Je préfère parler du monde algorithmique que du monde de l'intelligence artificielle parce que, l'intelligence artificielle, ça veut dire beaucoup de choses et ça n'est peut-être pas ça, finalement, le point principal. Alors, donc, si on prend l'exemple de cette approche fonctionnaliste sur une question qui est fort posée maintenant et qui était dans les questions qui nous étaient soumises, donc la transparence des algorithmes ou l'explicabilité des algorithmes, qui est une des grosses questions dont on a déjà parlé. Si on regarde les décisions privées, donc le profilage qui peut être fait par Facebook, par d'autres entreprises. Pourquoi finalement, pour les décisions privées, qu'est-ce qu'on a comme droit principal ou un droit important qui touche à la transparence? C'est le droit de la consommation et c'est le droit de la protection de la vie privée. Quelle est la raison d'être de cette transparence? Là, je parle sous le contrôle de Anne-Lise, qui connaît ça mieux que moi, mais qui me l'a enseigné. C'est notamment d'assurer la fluidité, finalement, du marché, le fait que les consommateurs, s'ils ne sont pas contents, puissent voter avec leurs pieds, si tant est, évidemment, qu'il y ait des alternatives. Et le problème, évidemment, pour certains services numériques, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Mais donc, je pense qu'il faut revenir à la raison d'être de la transparence et de permettre aux consommateurs de pouvoir changer lorsqu'ils ne sont pas contents. Et donc, on doit orienter l'interprétation de cette règle de transparence à l'aune de cet objectif pour les algorithmes. Si on prend maintenant la question des décisions publiques, donc une décision administrative ou une décision judiciaire, là, évidemment, l'objectif de transparence ou d'explicabilité est différent. C'est de permettre, d'une part, aux citoyens de comprendre ce qui lui arrive et éventuellement de faire appel et de comprendre, donc, à un juge d'appel, de comprendre pourquoi le juge de l'administration a pris telle ou telle décision. Donc, c'est de permettre une contestabilité de la règle pour en assurer la légitimité. Okay ? Et donc, je pense que ce que l'on doit assurer dans cette idée d'explicabilité, c'est d'aboutir à ces deux objectifs. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on doit ouvrir la black box de l'algorithme? Pas nécessairement. L'important pour moi, c'est que la règle soit contestable et que donc un juge qui est à juger comprenne pourquoi l'algorithme a pris telle ou telle
décision. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire au niveau du droit, c'est qu'il faut revenir finalement à la ratiologie des règles et revenir au but des règles et les interpréter à cet égard. La deuxième chose que je voulais dire sur le droit, c'est que à mon avis, il vaut mieux se baser sur les règles générales. Donc les principes généraux, comme par exemple le principe de la faute, dont on a beaucoup parlé ce matin, plutôt qu'avoir des règles très spécifiques. Pourquoi ? Parce que les règles générales ont le mérite de s'accommoder beaucoup plus facilement à l'innovation. Okay ? Et elles sont en général technologiquement neutres. Donc, elles ne préjugent pas d'une innovation plutôt qu'une autre. Le désavantage des règles générales, c'est que souvent elles ne sont pas claires dans un nouveau contexte technologique. Et donc il y a tout un travail de clarification de l'application d'une règle générale dans le nouveau contexte technologique, travail qui peut être fait soit par la jurisprudence, mais ça prend du temps. Et donc ça, il y a évidemment un retard. Enfin, il y a toute la question du débat du temps technologique et du temps judiciaire. Et donc, il faut essayer de trouver des manières d'accélérer, si vous voulez, cette clarification des règles générales au nouveau contexte technologique. Et là, on a plusieurs moyens. On a les moyens de soft law, hein, où vous avez une autorité qui explique comment une règle générale va être appliquée dans un nouveau contexte technologique. Et je pense que c'est un instrument intéressant. Par exemple, pour reprendre un exemple du droit à la consommation, donc on a une directive sur les pratiques déloyales en matière de consommation. Eh bien, la Commission a adopté il y a 2 ans des lignes directrices sur cette directive et notamment l'application de cette directive dans le contexte des services numériques. Alors bon, on peut dire que ce n'est pas assez, ce n'est pas encore assez clair, mais enfin c'est déjà un progrès, c'est une manière d'accélérer la clarification. Une autre manière d'accélérer la clarification, c'est de faire ce que j'appelle du soft enforcement, c'est-à-dire que là, les autorités vont en partenariat avec les stakeholders, les entreprises, les associations de consommateurs, dans le cas d'un cadre bien particulier, d'un cas particulier, dire, ben voilà, dans ce cas-là, je pense que votre pratique est contraire à telle ou telle législation. C'est ce que la Commission a fait récemment avec 3 réseaux sociaux, Google, Twitter et Facebook, de nouveau dans le cadre de l'application de la directive sur les pratiques déloyales, et elle a relevé que, selon elle, un certain nombre de pratiques étaient déloyales. Il y a eu tout un dialogue qui s'est engagé entre un certain nombre d'autorités de concurrence en Europe et la Commission, parce que c'est clair qu'une autorité seule, hein, et ça avait été dit, a peu finalement de poids face à des réseaux globaux, mais ils sont arrivés à faire changer les réseaux sociaux. Donc je pense que le travail, ça doit vraiment être une manière de clarifier d'une manière relativement rapide et effective les règles générales. Dernier point que je voulais dire et qui touche à la dernière question, c'est l'utilisation des algorithmes dans les prétoires. Hein, on en a parlé, on a eu des exemples tout à l'heure. Et là, je pense qu'il faut distinguer ce pourquoi l'algorithme est utilisé dans un litige au tribunal. Il peut être utilisé pour établir ou détecter des faits. Et ça, bon, les administrations fiscales, hein, et peut-être quelqu'un en reparlera, l'utilisent beaucoup pour essayer de repérer les fraudeurs. Hein. Donc on va dans la masse de données, on regarde un peu le style de vie des consommateurs ou des contribuables, on regarde si ça correspond à ce qu'ils ont rempli dans leur déclaration. Si ça ne correspond pas, on leur signifie et éventuellement on fait un redressement immédiatement. Donc ça, c'est des algorithmes qui sont utilisés pour détecter en fait des faits. On peut aussi avoir, et ça c'est un pas plus loin, je dirais, des algorithmes qui permettent de prédire des faits. Hein, et ça, c'est ce que Christophe mentionnait tout à l'heure dans l'affaire Loomis. Hein, donc, le juge au Wisconsin avait utilisé un algorithme qui est beaucoup utilisé aux États-Unis, l'algorithme Compass, qui permet de prédire votre probabilité de récidivisme sur base d'un certain nombre d'indicateurs, 137 indicateurs pour être précis. Donc ici, l'idée, ce n'est pas d'établir des faits, c'est de prédire si vous allez récidiver ou pas. Alors, dans ces 2 cas, on reste dans l'établissement des faits, hein, puisque bon, dans une décision judiciaire, il y a 2 grandes parties, l'établissement des faits et la qualification et puis l'interprétation du droit. Et là, je crois que l'algorithme peut avoir un rôle, mais le risque, c'est que les juges ne comprennent pas très bien comment, finalement, en particulier pour les algorithmes prédictifs,
l'algorithme est arrivé à son résultat. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'affaire Loomis, qui est une affaire donc, qui est arrivée jusqu'à la Cour suprême du Wisconsin aux États-Unis, un des juges, la juge Abramson, a été très claire dans une opinion dissidente en disant finalement, nous on ne comprend pas très bien. Et d'ailleurs, elle regrette dans le cadre de son opinion dissidente qu'il n'y a pas eu d'amicus curiae de la société Northpoint, donc qui a établi, qui a fait Compass. Mais en fait, elle est honnête. Elle dit, bon, voilà, on ne comprend pas très bien. Et donc, on sent bien quand même, et quand on lit la décision de la Cour suprême, on sent bien qu'il y a une incompréhension, en tout cas, ils ne sont pas sûrs de ce que fait l'algorithme. Donc, ça implique quoi? Ça implique, et bon, je parle évidemment aux étudiants ici en particulier, mais à nous tous, puisque maintenant c'est du lifelong learning, que nous, juristes, en tout cas, on doit comprendre, on doit s'intéresser à cela. Alors, est-ce qu'on doit devenir des spécialistes, des data analystes ou des spécialistes de l'algorithme? Sans doute que non. Mais en tout cas, il faut que l'on ait une compréhension globale, et puis surtout, qu'on puisse faire venir des experts au tribunal qui expliquent comment fonctionne l'algorithme. Et donc, c'est tout la question de l'expertise, finalement, dans les prétoires. C'est pas nouveau. Il y a les psychologues dans les affaires pénales, il y a les économistes dans les affaires de concurrence. Donc, cela n'est pas nouveau. On a des règles là-dessus, mais je veux dire, on aura une nouvelle catégorie d'experts. Et je pense qu'un juge, pour pouvoir dialoguer avec ces experts, doit quand même avoir un minimum de compétences. La dernière chose, c'est en ce qui concerne l'utilisation d'un algorithme pour prédire le droit, donc pas seulement pour établir ou prédire les faits, mais prédire le droit. Là, on va encore un pas plus loin, si vous voulez. Et là, on doit être vraiment, vraiment très prudent, je pense, parce qu'on connaît les risques d'erreur, les risques de biais, mais surtout les risques d'effets performatifs. Alors nous, juristes, on est déjà conservateurs, mais si en plus on a des algorithmes, ça va être des super conservateurs. Et là je pense qu'il y a un véritable risque. Donc, au-delà de l'expertise, là, je pense que ça pose des questions sur la nature même, finalement, du rôle du juge. Ce qui est intéressant avec l'intelligence artificielle, c'est que ça nous amène à nous reposer les questions fondamentales, qui nous sommes, et dans le cadre d'un juge, qui ils sont. Voilà, donc plus de questions que de réponses, mais enfin, on est au début. Bien, peut-être une petite question. Tu as dit à propos des décisions des autorités publiques, et tu as voulu distinguer les décisions prises par algorithme des opérateurs privés et celles prises par des opérateurs ou des autorités publiques, mais tu as dit qu'il faut que les décisions soient contestables sans que l'on doive ouvrir la black box. Est-ce que c'est possible, ça, d'avoir une contestation sans avoir la transparence sur le processus? Et alors, une réflexion que ça me suggère, peut-être que ça révèle une vérité sur le droit. Est-ce que le droit serait là pour organiser la contestation? C'est peut-être pas tout à fait ce qu'on m'avait appris, en tout cas en première année, parce que bon, on nous dit plutôt que c'est pour organiser l'ordre. Le droit est là pour ça. Alors, ce serait ça la nouvelle fonction du droit dans le monde de l'intelligence artificielle, organiser la contestation? À mon avis, ça l'a toujours un peu été. Mais peut-être qu'effectivement, c'est plus clair maintenant. Et pourquoi la contestation est importante? Parce que c'est ça qui fonde la légitimité, très souvent. Donc, je pense que, oui, c'est un des rôles du droit, en tout cas. Alors maintenant, sur l'autre question, est-ce que c'est possible d'avoir une contestabilité sans une transparence de la black box? Deux réflexions. La première, c'est qu'il y a des travaux beaucoup de travaux par les informaticiens sur l'explainability. Il y a un projet qui est mentionné d'ailleurs dans le rapport Villani de la DARPA. Vous savez, la DARPA, donc c'est cette agence américaine qui finance un certain nombre de projets militaires et qui a beaucoup financé des projets d'intelligence artificielle sur ce qu'ils appellent explainable IA. Où ils essayent de travailler sur des modèles plus explicables, mais sans en perdre l'efficacité, parce que c'est ça, évidemment, il y a toujours une sorte d'arbitrage entre l'explicabilité et la fiabilité du modèle, en tout cas aujourd'hui. Donc ils travaillent là-dessus sur l'explicabilité du modèle, et aussi, ce qui est très important, sur l'explicabilité des interfaces. Donc ils travaillent vraiment sur les deux aspects. Donc, bon, il y a des travaux qui sont faits, mais on n'est pas encore là. Mais plus fondamentalement, quand un juge vous donne un raisonnement, est-ce que vous entrez dans sa black box, c'est-à-dire dans son cerveau? Non. Alors, on est probablement plus exigeant avec une machine qu'avec un être humain. Et on peut le comprendre parce qu'on a peut-être une relation plus naturelle, finalement, avec un être humain qu'avec une machine. Mais je crois que la question de la black box n'est pas nécessairement une vraie question. La vraie question, c'est est-ce que c'est
Est-ce que la règle est contestable? Et le droit organise des systèmes de contestabilité sans avoir une compréhension du cerveau du juge qui rend la décision. Donc je pense que c'est possible.